Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 26 novembre 2024 avec comme titre principal, tout d'abord le missile hypersonique Oreshnik qui a tant fait parler de lui. Donc nous allons tout d'abord parler de ce missile ainsi que des conséquences que cela a au niveau de la géopolitique mondiale, car oui, il y a des conséquences importantes et principalement militaires. Ensuite, on va parler de l'opération Hiver sombre qui est une opération lancée par la Russie afin de détruire les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Donc on va parler de cela plus précisément après. Et nous allons parler aussi de Zelensky qui veut absolument contacter à nouveau Donald Trump afin de lui dire à quel point l'Ukraine a besoin de Donald Trump et que pour cela, Zelensky a dit qu'il n'hésiterait pas à vendre, voire donner une grosse partie des ressources de son pays afin que Donald Trump veuille bien continuer à donner des armes à l'Ukraine. Alors évidemment, Zelensky est resté très flou, mais c'est très intéressant de voir que Zelensky suit exactement la même lignée que le sénateur Lindsey Graham, dont je vous avais montré à 2 reprises ses vidéos. Lindsey Graham, ce sénateur devenu célèbre, parce que sur Fox News, mais aussi sur bien d'autres chaînes, il avait dit tout à fait candidement que l'Ukraine était assise sur un trésor de 11 000 milliards, voire de 13 000 milliards de dollars de ressources et que les États-Unis devaient s'en emparer avant que la Russie ne s'en empare. Donc c'est extrêmement cynique, mais qui dit très clairement en réalité ce que cherchent les États-Unis depuis toujours, c'est-à-dire s'emparer des ressources de l'Ukraine, qui sont principalement des ressources agricoles, de gaz et de lithium, puisque l'Ukraine est assise sur parmi les plus grosses, si ce n'est la plus grosse mine de lithium d'Europe. Donc évidemment, les États-Unis veulent s'en emparer. Zelensky joue parfaitement sur cette corde-là. Les masques tombent. Maintenant, on dit les choses très clairement dans les médias. Zelensky a carrément dit à Donald Trump, donnez-moi plus d'armes et vous aurez les ressources de l'Ukraine. C'est aussi simple que cela. Donc Zelensky fait du jusqu'au boutisme. Nous allons voir, bien sûr, si Trump va tomber dans le piège ou pas. Nous verrons bien. En tous les cas, on va parler de ces sujets principaux en détail et nous allons voir, bien entendu, en tradition de cette chaîne, bien d'autres sujets, des informations diverses et nous conclurons par des sujets économiques comme d'habitude. Alors là, c'est une deuxième partie, donc pas de conclusion, pas de carte militaire comme dans les points sur l'Ukraine première partie. Donc je vais immédiatement vous parler, avant qu'on attaque les articles, les, les journaux comme d'habitude, hein, avant qu'on parle avec l'appui de ces articles. Je vais immédiatement vous donner mon avis, mon analyse, afin que la vidéo soit plus courte que d'habitude, puisque d'habitude mes points sur l'Ukraine font en moyenne 1h40. Donc là, on va essayer de diminuer ce temps-là. Alors, l'Oreshkin, alors qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce missile hypersonique? Donc moi j'ai regardé une vidéo de Théodore Postol. Théodore Postol qui est un professeur au MIT, spécialiste justement des missiles, et il connaît très bien les missiles russes. Et donc j'ai vu une vidéo de sa part, donc j'ai appris plusieurs choses. Déjà que les Russes étudiaient les missiles hypersoniques depuis les années 1960.
Donc ça fait des décennies qu'il travaille sur les missiles hypersoniques. Donc ensuite, j'ai appris que c'était bien confirmé que le missile Oreshnik avait lancé 6 salves, donc 6 ogives qui avaient chacune 6 sous-munitions. Donc sur Dnipro, il y a bien eu 36 frappes. Donc je confirme, il y a bien eu 36 frappes. Et d'après les Ukrainiens et Boudanov lui-même, c'est-à-dire le chef du SBU, donc d'après les Ukrainiens, le missile Oreshnik a volé à Mach 11, très exactement. Et ça, c'est d'après les Ukrainiens. Vladimir Poutine avait déclaré que le missile avait volé à Mach 10 et les Ukrainiens disent Mach 11. Donc ce missile Oreshnik est un missile intermédiaire, alors c'est-à-dire qu'il a une portée entre 3000 et 5500 km, donc cela est confirmé. Alors maintenant, quant à l'origine de ce missile, c'est très flou. Théodore Postol dit que c'est un missile qui est en réalité tout à fait nouveau. Donc ce n'est pas une simple amélioration de missiles de type Yars, Topol ou Rouzbeh. C'est un missile tout à fait nouveau. Alors il précise bien entendu que ce qui compte pour un missile, c'est la tête, c'est-à-dire le dernier étage, c'est ça qui compte, et qu'il est fort probable que ce missile ait pris comme appui un missile de type Topol. Là, je ne fais que répéter ces dires, hein. Bien entendu, je ne suis pas un spécialiste. Donc, d'après lui, ce serait repris sur un missile Topol. Par contre, que le dernier étage, ce que lui appelle le bus, alors pour lui, hein, un bus, c'est ce qui contient les ogives, hein. Voilà, donc lui, il dit que tout cela est tout nouveau, le bus, les ogives et les sous-munitions. C'est pour ça que Vladimir Poutine a dit que c'était un missile euh, tout nouveau, qui n'était pas un ancien simplement modifié, c'était un nouveau missile. Ça, c'est Vladimir Poutine qui l'a annoncé directement à la télévision, hein. Donc ça, c'est public. Et si vous avez suivi cette vidéo, après Vladimir Poutine a dit que le missile Oreshnik allait être produit de manière industrielle. Donc ça veut dire implicitement que là le missile n'était qu'en tout petit nombre, peut-être 2, 3, 4, 5, on ne le sait pas, mais en tous les cas, là il était à l'état de prototype. Vu que les tests se sont parfaitement passés, et bien là il va être produit au niveau industriel. Donc ça a été confirmé par les dires de Théodore Postol. Et que sait-on ensuite de ce missile? C'est qu'il a un système tout à fait révolutionnaire de contrôle de trajectoire ainsi que de vitesse. Et je rappelle que les ogives sont des ogives MARV et non pas des MIRV, c'est-à-dire que ce sont des ogives à propulsion, donc bien plus précises que des simples ogives MIRV classiques qui n'utilisent que la force cinétique, que leur poids. Donc ce qui permet de comprendre pourquoi les 6 salves qui ont fait en tout les 36 frappes aient été si précises, si horizontales entre guillemets, ce qui leur permettait une vitesse absolument énorme. D'après Théodore Postol, les ogives auraient été lancées très loin, très haut dans le ciel, et il confirme une vitesse de frappe entre 3,5 et 4 km secondes. Donc environ Mach 11, la force de frappe, ce qui expliquerait le fait que chaque sous-munition ait été entourée d'un nuage de plasma. Alors ces explications
sont très importantes, puisqu'il explique qu'un missile hypersonique qui est entouré d'un nuage de plasma est par définition indétectable, puisqu'il ne peut pas réverbérer des ondes électromagnétiques. Donc il est par définition indétectable, et les ogives qu'il lance le sont elles aussi, puisqu'elles sont elles aussi entourées d'une enveloppe de plasma. Donc quand un objet est entouré d'une enveloppe de plasma, il ne peut pas émettre d'ondes électromagnétiques, ou extrêmement difficilement, mais toute onde électromagnétique est aussi absorbée. Voilà, donc là encore une fois, je ne fais que répéter, bien que ces informations-là soient déjà connues. Souvenez-vous, les navettes spatiales, quand elles entraient dans l'atmosphère, cela faisait un échauffement tel que la navette était entourée d'une enveloppe de plasma, justement, ce qui faisait que les astronautes ne pouvaient plus communiquer avec la Terre pendant quelques minutes, parce que cela devenait impossible, tout simplement. Donc le fait de maîtriser tout cela au niveau du missile hypersonique donne d'énormes avantages. Et là, on en vient au militaire pur, au niveau stratégique. Ensuite, on parlera des conséquences. Alors, au niveau militaire, ça permet à un missile hypersonique, une fois qu'il est lancé, d'atteindre sa cible. Alors, si elle est lointaine, en quelques minutes en général, voire un peu plus. Alors évidemment, ça dépend si on parle de cibles de portée intermédiaire ou de portée lointaine, par exemple comme le font les missiles ICBM classiques, qui peuvent avoir une portée de plus de 10 000 km, 15 000 km. Donc, par exemple, le Sarmat, qui est le missile hypersonique russe intercontinental, bah, lui, justement, peut frapper n'importe quelle cible sur la planète, parce qu'il est à très longue portée. Donc là, le missile Oreshnik est à portée intermédiaire, donc peut frapper toute l'Europe. Le missile Oreshnik qui a été lancé sur Dnipro avait été lancé de la base russe Astrakhan à 1000 km de Dnipro. Et d'après les Ukrainiens, le missile Astrakhan a volé entre 14 et 15 minutes pour faire 1000 km. Alors, comme tout missile hypersonique de ce type-là, le missile hypersonique, évidemment, ne vole pas à Mach 10 du fait au début du lancement, puisqu'il doit monter très haut, voire aller dans l'espace. On parle de Mach 10, c'est évidemment lors de la descente, pas pour la montée, bien sûr. Donc, une fois qu'il descend, ben, il est inarrêtable. Et oui, alors là, tout le monde est d'accord, il y a un consensus. Un missile hypersonique, un vrai missile hypersonique, est absolument inarrêtable. On ne peut pas arrêter un missile hypersonique. C'est beaucoup trop rapide. Et comme le disait Théodore Postol, en plus de ça, avec une enveloppe plasma, c'est impossible à détecter. En plus de cela. Donc déjà, sans parler d'enveloppe plasma, c'était impossible à arrêter. Donc ça l'est encore plus, j'ai envie de vous dire. Et le fait que les Russes aient pu faire des frappes aussi précises, groupées, on va encore au-delà du simple missile hypersonique, car là, on va avec un missile hypersonique qui a plusieurs ogives, que ça soit d'explosifs conventionnels ou nucléaires, ça c'est au choix. Donc la précision de ces ogives et leur nombre, puisqu'on passe d'ogives à sous-munitions, là la Russie a montré qu'elle pouvait frapper avec 36 sous-munitions. Donc ça veut dire que n'importe quel système antiaérien, de toute manière, serait complètement dépourvu, puisque faute de missiles, tout simplement, donc il y aurait au moins plusieurs ogives qui arriveraient à attaquer la cible, même si dans le cas extrêmement hypothétique où des ogives
une trentaine par exemple étaient arrêtés, ce qui est strictement impossible, mais on parle en théorie, même si des ogives étaient arrêtés, de toute manière des ogives atteindraient leur but, quoi qu'il arrive. Donc, résumons, on a une vitesse hypersonique qui déjà simplement se fait rendait un missile, pour ainsi dire, impossible à arrêter. En plus, on a l'enveloppe plasma qui permet à ce missile d'être indétectable. Et en plus, pour le cas de ces missiles-là qui ont plusieurs ogives dans sa tête, ça complique encore la chose. Donc ces trois facteurs-là rendent les missiles russes impossibles à intercepter, avec en plus le cumul de ces trois facteurs. Théodore Postol ajoute un quatrième facteur qui est une précision inédite, un contrôle inédit des trajectoires des ogives à vitesse en plus hypersonique. Donc tout est inédit là-dedans, absolument tout est inédit, tout est révolutionnaire. Et là maintenant, pour parler du côté géopolitique, imaginez-vous un pays qui a une arme qu'on ne peut pas intercepter et qui peut faire des dégâts variables au choix du lanceur. Des dégâts conventionnels ou des dégâts nucléaires. Donc l'Occident est en panique. Moi je vois beaucoup de rapports du Pentagone qui se demandent comment vont-ils faire. Alors là le Pentagone dit que il pourrait éventuellement arrêter des missiles hypersoniques avec leur système THAAD, TH2AD, mais il ne pourra arrêter que très théoriquement un missile hypersonique que en phase ascensionnelle ou à l'apothéose du missile, c'est-à-dire dans sa phase où il va descendre, où le missile n'est pas encore descendu, mais où il va descendre. Donc d'après le Pentagone, c'est le seul moyen hypothétique, et là je souligne très fortement parce que ça a été fortement souligné dans le rapport, c'est le seul moyen hypothétique, uniquement avec un système THAAD, d'arrêter un type de missile Oreshnik. Donc voilà, mais uniquement en phase ascensionnelle, ce serait hypothétiquement le seul moyen. Donc évidemment, il y a une panique au niveau occidental parce que ça change complètement la donne, puisque en gros, là, ça veut dire que la Russie a l'arme miracle, mais une véritable et authentique arme miracle. Alors évidemment, là pour l'instant c'est embryonnaire, ce serait vraiment une arme miracle uniquement si la Russie a beaucoup, entre guillemets, de ces armes-là, ou tout du moins une dizaine pour plus ou moins faire peur. Tant que cela reste expérimental, évidemment, pour l'instant, ça reste une arme miracle en devenir, uniquement potentielle. Mais en tous les cas, ça révolutionne complètement la géostratégie militaire mondiale. C'est absolument révolutionnaire parce que en plus, c'est à portée intermédiaire et non pas que comme typiquement on le faisait avec des ICBM, c'est-à-dire d'énormes missiles intercontinental. Là, ça peut être fait au niveau de portée intermédiaire. Donc évidemment, l'Occident est en panique, mais principalement l'Europe, bien sûr. Donc cela a des répercussions absolument énormes, militaires et géostratégiques. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le missile Oreshnik. Alors maintenant, autre sujet, on a l'opération Hiver sombre. Donc l'opération Hiver sombre a des implications terribles, puisque d'après Zelensky lui-même, 90% de l'électricité est manquante, avec environ 60% des installations électriques détruites. Donc c'est extrêmement grave. L'hiver approchant, bien évidemment,
la Russie donc frappe là où ça fait mal, c'est-à-dire les infrastructures électriques. On notera que les 3 centrales nucléaires n'ont toujours pas été touchées. Je parle des centrales nucléaires même. Hein, je ne parle pas des sous-stations électriques qui permettent de distribuer l'électricité. Là, il va de soi que les sous-stations électriques, les transformateurs électriques du parc nucléaire, eux, sont touchés, bien sûr, mais uniquement ces parties-là. Hein. Je le répète, c'est très très important. La Russie ne le fera jamais. Alors là, ce n'est que mon avis, mais jamais la Russie ne frappera les centrales nucléaires, même de l'Ukraine. D'ailleurs, il n'en est nul besoin, puisqu'il suffit de frapper les transformateurs et les sous-stations électriques. Hein. Les sous-stations, c'est ce qui permet de distribuer les câbles haute tension un peu partout. Donc, ils ont aussi frappé les centres, les nœuds de câbles haute tension qui arrivent d'Europe en Ukraine. Donc évidemment c'est très problématique pour l'Ukraine puisque l'Ukraine ne pourra plus se reposer sur l'arrivée de l'électricité extérieure de l'Europe. Pour l'instant elle le peut encore, mais de moins en moins, puisque même ces nœuds-là stratégiques sont frappés, bien sûr. Alors évidemment ça fait un levier supplémentaire pour Vladimir Poutine. Évidemment, c'est très important puisque ça met en réalité l'Ukraine à genoux. Un pays qui n'a presque plus d'électricité, ben, même si elle a des industries militaires, ces industries militaires ne peuvent pas fonctionner qu'avec des groupes électrogènes, bien évidemment, et la société ukrainienne ne peut plus fonctionner, bien évidemment, elles aussi. Donc il y a ça. Alors, par contre, Zelensky a trouvé un levier original, bien que nullement surprenant, c'est le levier des ressources de l'Ukraine qu'elle pourrait donner aux États-Unis afin que Donald Trump continue à fournir des armes à l'Ukraine. C'est la nouvelle carotte qui a été trouvée par l'Ukraine. D'habitude, Zelensky dit aux États-Unis il faut absolument que vous nous donniez des armes et du financement, sinon la Russie va attaquer toute l'Europe, va envahir toute l'Europe, à commencer par la Pologne et les pays baltes. Ça, c'était les mots de Zelensky qui ne cessait de répéter. Là maintenant, il a trouvé une nouvelle stratégie, la stratégie qui pourrait parler à Donald Trump, puisque pour Zelensky, Donald Trump, c'est un homme d'affaires, donc contrairement à Joe Biden, il faut parler comme si on avait un homme d'affaires devant lui. Et donc Zelensky a changé son fusil d'épaule et il a décidé de non plus jouer sur la corde sensible que l'Europe va être envahie, que la Russie veut ensuite envahir le monde et faire de l'ombre aux États-Unis. Là maintenant, il dit que non, ça va renforcer la Russie si la Russie met la main sur toutes les ressources de l'Ukraine et que les ressources de l'Ukraine doivent être données aux États-Unis et non pas à la Russie. Donc changement de la politique internationale de Zelensky qui va absolument convaincre Donald Trump, qui va bientôt être au pouvoir à partir du 20 janvier. Il doit convaincre Donald Trump de toujours continuer à fournir des armes et de l'argent. Donc évidemment, sans l'aide des États-Unis, Zelensky sait très bien que l'Ukraine s'effondre, exactement comme Israël. Il le sait très bien. Donc il va jouer sur la seule corde qui lui reste, la seule corde à son arc qui lui reste pour essayer d'influencer Donald Trump, c'est-à-dire la corde économique, comme quoi eh bien, les États-Unis se trouveraient beaucoup plus riches avec les ressources de l'Ukraine. Alors cela a été dit par plusieurs grands personnages. Je vous ai parlé de Lindsey Graham en début de vidéo, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnages importants aux États-Unis qui jouent sur cette corde-là pour sauver les États-Unis de l'énorme déficit
américain, de l'énorme problème que les États-Unis ont au niveau économique. Et donc ça permettrait d'aider grandement les États-Unis de faire une États-Unis MAGA, Make America Great Again, donc redonner de la gloire aux États-Unis. Donc voilà, c'est le dernier atout que tente Zelensky. Est-ce que cela va marcher? Ben, nous verrons bien. En attendant, de gros bouleversements sont en train de se passer. Nous avons eu donc l'accord non officiel, voilà, donné par les médias d'utilisation d'attaques MS, c'est-à-dire d'armes américaines. Nous avons l'accord non officiel de l'Angleterre de frapper avec des Storm Shadow. Tout est non officiel, hein. Alors, il n'y a toujours rien d'officiel, je le rappelle. Est-ce que les États-Unis et l'Angleterre ont peur? Je ne le sais pas. En tout cas, pas d'accord pour l'instant de scalp concernant la France. Et là, pour que vous ayez les toutes dernières nouvelles, la France et l'Angleterre avaient comploté dans le dos de Donald Trump. J'avais fait une vidéo là-dessus pour un accord d'envoi de Storm Shadow et de Scalp, accord qui n'avait quoi, il n'y avait pas eu d'accord. Ils en ont parlé, mais ça n'avait débouché sur rien. Après l'accord entre guillemets avec plein de guillemets des États-Unis d'envoi d'attaque MS, l'Angleterre s'est permis de donner un accord officieux à l'Ukraine pour frapper la Russie. Et là, dernièrement, on a Keir Starmer, le Premier ministre anglais, qui a dit qu'il ne prévoyait pas d'envoyer des troupes au sol. Encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est tellement ridicule comme idée, comme si l'envoi de troupes au sol allait changer quoi que ce soit, à part mettre le monde à dos contre l'Occident et là contre l'Angleterre. C'est absolument ridicule. Par contre, ça mettrait tout le monde encore plus pour la Russie, puisque ça violerait toutes les lois internationales, en plus pour un rien. Donc voilà, ça jetterait le discrédit sur l'Angleterre, et si jamais la France fait la même chose, ça jetterait le discrédit sur la France, mais aussi sur Macron. Vous allez me dire, étant donné le discrédit qu'a déjà l'Angleterre et la France, ça ne changera pas grand-chose. Certes, mais tout du moins, en réalité, ça empirera beaucoup les choses au niveau international, vous pouvez me croire. Bon, j'arrête là parce que je commence à être trop long et on va passer aux articles et j'en terminerai avec les articles concernant cette vidéo. Commençons. Pour revenir sur le missile hypersonique Oreshnik, là vous pouvez voir 6 sous-munitions qui ont été lancées par une ogive. Et là, vous pouvez voir les 6 sous-munitions très clairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce qu'on peut remarquer aussi d'inhabituel, c'est le fait que ces sous-munitions tombent quasiment parfaitement à la verticale. Donc ce qui demande un contrôle de trajectoire très impressionnant, surtout avec un tir groupé aussi serré. Là, ça demande vraiment un contrôle tout à fait inédit. Enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est l'enveloppe de plasma. Donc là, c'est extrêmement clair, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Et cette enveloppe de plasma prouve la vitesse hypersonique de ces sous-munitions. Donc on peut dire que c'est très très impressionnant. Alors d'après les spécialistes, tout ce que j'ai lu, c'est la vitesse des sous-munitions, ça va entre 3 km/s et 4 km/s. Là, vous pouvez voir ce graphique qui est très intéressant, qui vient du Japon, qui ont estimé la trajectoire du missile nord-coréen ICBM, qui a été envoyé il y a peu de temps par la Corée du Nord et qui est tombé dans la mer du Japon. Donc les Japonais ont estimé qu'il a été à une altitude d'environ 5700 km et qu'il est retombé comme ça.
Donc vous voyez, l'angle est très serré. Alors cela permet de faire un test d'ICBM sur une très courte distance, tout simplement en employant cette ruse, c'est-à-dire faire une ascension quasiment à la verticale, aller très haut, et ensuite immédiatement faire une descente, pour ainsi dire, à la verticale. Cela permet d'avoir une portée très petite, ce qui était nécessaire pour les tests de la Corée du Nord. Donc peut-être que le missile Oreshkin a fait une trajectoire qui était plus ou moins équivalente, ce qui lui a permis de faire une distance si courte pour un missile IRBM, c'est-à-dire un missile de portée intermédiaire. Voilà, c'était intéressant à voir. Ici un article de la BBC qui nous dit « Poutine affirme que la Russie utilisera à nouveau un nouveau missile dans des conditions de combat ». Article du 23 novembre qui nous dit « Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les dirigeants mondiaux à donner une réponse sérieuse afin que Poutine ressente les véritables conséquences de ses actes. Son pays demande à ses partenaires occidentaux des systèmes de défense aérienne modernisés, a-t-il ajouté. Selon l'agence de presse Interfax Ukraine, Kiev cherche à obtenir le système de défense antimissile à haute altitude américain THAAD ou à moderniser ses systèmes de défense antimissile Patriot. Alors là, c'est très intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes Patriot ne pouvaient pas arrêter les missiles hypersoniques, et donc ce qu'on nous racontait à Kiev et ailleurs que seuls les patriotes pouvaient arrêter les missiles hypersoniques, ben c'était faux, comme bien entendu et comme je vous l'avais démontré à maintes reprises sur de précédents points sur l'Ukraine. Donc là, enfin la vérité, c'est bien. Alors, il veut des systèmes THAAD qu'il n'aura absolument jamais, bien entendu. Les systèmes antiaériens THAAD, c'est les plus chers du monde, hein, de très 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 loin. Et en plus, évidemment, rien ne garantit avec les THAAD que les missiles hypersoniques pourront être arrêtés, comme je vous l'ai expliqué précédemment. C'est même en réalité impossible, mais bon, on espère, hein. L'espoir fait vivre, hein, comme on dit. Et là aussi, l'espoir fait vivre, hein. Moderniser un système patriote pour qu'il puisse arrêter les missiles hypersoniques, Zelensky pense que ça se fait en quelques semaines ou quelques mois. Donc là, Zelensky, il rêve énormément. Mais bon, on a l'habitude. La frappe de jeudi sur la ville de Dniepro a été décrite comme inhabituelle par des témoins oculaires et a déclenché des explosions qui ont duré 3 heures. Vous vous rendez compte, les explosions sur le complexe militaire-industriel de Yuzhmash, le plus grand complexe militaire-industriel au minimum d'Europe, voire du monde, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc là, je ne le savais pas, ce qui prouve l'énormité de ce complexe militaire-industriel. Des explosions qui ont duré 3 heures, et ça m'étonne pas trop parce que vu que c'est une énorme usine d'armement, je me doute qu'il doit y avoir énormément d'armes, missiles, etc. D'où les explosions qui ont duré 3 heures. L'attaque comprenait une frappe d'un missile si puissant que les responsables ukrainiens ont déclaré par la suite qu'il ressemblait à un missile balistique intercontinental, donc ICBM. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le nouveau missile hypersonique Oreshnik. Concernant l'opération Hiver sombre des Russes, on a un article de The Hill du 17 novembre qui nous dit « La Russie a lancé plus de 200 missiles et drones sur des infrastructures ukrainiennes selon Zelensky ». Alors bon, le titre est trompeur parce que c'est pas du tout ça qui a été lancé. En lisant l'article, on comprend mieux. Donc dimanche, la Russie a lancé une attaque de drones et de missiles contre l'Ukraine qui est considérée comme la plus grande frappe de ces derniers mois, ont déclaré des responsables ukrainiens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié sur X
que la Russie avait utilisé près de 140 missiles de différents types au cours de la semaine dernière, ainsi que plus de 900 bombes aériennes guidées, c'est-à-dire des bombes planantes FAB, et plus de 600 drones de frappe. Voilà, donc ça c'est beaucoup mieux, beaucoup plus précis. Et je vais vous montrer un autre article plus précis encore. Alors ici un article de Simplicus the Thinker qui nous dit « C'est enfin arrivé. Nos questions sur la détermination de la Russie et de Poutine ont trouvé une réponse. Après une pause de près de 2 mois dans les frappes de grande envergure contre les infrastructures énergétiques, la Russie a de nouveau frappé hier soir. » Alors évidemment, ça date, puisque c'est du 17 novembre, donc petit retard, avec ce qui est à nouveau considéré comme l'une des plus grandes frappes de la guerre, qui aurait non seulement utilisé une flotte de 16 Tu-95, donc les Tu-95 sont les bombardiers lourds à hélice contre-rotative, mais selon certaines sources, même aussi des Tu-160, donc les bombardiers dernière génération russes, et ce pour la première fois, d'après Simplicus. Il semblerait que pratiquement tous les missiles de l'arsenal russe aient été tirés, des Kh-101, des Kalibr, des Kh-32 et 22, des Onyx, des Iskander, des Kinjal et des Zirkon. Kinjal et Zirkon, c'est les 2 missiles hypersoniques russes. Pour les Zirkon, 2 ont été apparemment tirés sur Kiev. Et donc là, on voit les tirs de missiles et leur trajectoire. Donc, alors, selon la couleur, ça nous indique le missile. Par exemple, là, les missiles verts, c'est des Kh-22. Rouge, c'est des Kh-59 et des Kh-69. Là, ceux-là, les verts, qui ont cette forme-là, c'est des calibres, etc. Bref, c'est très très intéressant. Toujours Simplicus qui nous dit des sous-stations électriques ont été touchées dans tout le pays. On voit ici des Kh-101 frapper des sous-stations de la ville de Rivne aux coordonnées géographiques suivantes, etc. Donc là, il y a une petite vidéo. Et là, on voit où les frappes ont eu lieu exactement. Donc, elles ont eu lieu sur Kryvyi, donc une grande ville. Donc, sur Ivano-Frankivsk, sur Odessa, dans la région de Zaporojye, dans la région de Rivne, Vinnytsia, dans la région de Volyn et Lviv en réalité. Voilà, donc là on a toutes ces régions-là qui ont été touchées. Voici un schéma des nœuds électriques ukrainiens qui sont connectés aux autres pays d'Europe. Donc on peut voir que l'Ukraine est connectée à la Pologne, à la Slovaquie, à la Hongrie et à la Roumanie. Et là on voit un gros nœud d'infrastructures électriques qui permet l'approvisionnement de l'Ukraine de certains pays européens, donc des nœuds très importants, celui-là c'est le plus important avec celui-ci. Et là la Russie a visé ce nœud-là. Donc évidemment ils vont continuer, n'oublions pas que c'est une opération en cours, l'opération Hiver sombre. Donc là ils vont isoler l'Ukraine des autres pays européens quant à l'alimentation électrique. Enfin, un dernier article concernant Opération Hiver sombre qui vient du New York Times, un article du 26 novembre qui nous dit un exemple frappant est survenu mardi lorsque l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait lancé 188 drones d'attaque contre le pays pendant la nuit, un nombre record dans la guerre jusqu'à présent. L'armée de l'air a ajouté qu'elle avait abattu 76 drones lors de cette attaque massive, mais que presque tous les autres avaient disparu des radars. On ignore combien de ces drones ont été interceptés par d'autres moyens, comme des interférences électroniques, et combien ont frappé des cibles. Des infrastructures critiques ont été touchées et des immeubles résidentiels ont été endommagés dans plusieurs régions, selon l'armée de l'air. Les dégâts sur le réseau électrique de Ternopil,
une ville de l'ouest de l'Ukraine, ont provoqué des coupures d'électricité et d'eau, ont indiqué les autorités locales. Depuis septembre, l'armée russe a lancé des vagues de drones sur les villes ukrainiennes presque chaque nuit. Cette campagne vise, selon les analystes, à tester et à affaiblir les défenses aériennes. Les drones ont également ciblé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans le cadre d'une nouvelle tentative visant à plonger la population dans le froid et l'obscurité à l'approche de l'hiver. Bah oui, c'est le but, c'est pour ça que les Russes ont nommé cette opération hiver sombre, et là, sans le faire exprès, là, l'article du New York Times dit carrément le nom de l'opération presque à demi-mot. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'opération hiver sombre qui, vous l'avez compris, a pour but de toucher les infrastructures énergétiques de l'Ukraine afin de paralyser l'Ukraine au niveau militaire, parce que tout simplement les usines militaires ou même les usines qui aident le militaire indirect pour la fabrication de pièces par exemple, eh bien, les paralyse, mais évidemment, ça paralyse aussi les citoyens, ça les handicape énormément, et donc, évidemment, l'hiver va être très très rude pour les Ukrainiens. Alors là, maintenant, on va parler de Trump et de Zelensky, et comment Zelensky a dû changer son fusil d'épaule, car il ne peut plus parler de la même manière au gouvernement de Joe Biden avec Trump. Alors je dis bien Trump parce que il parle directement avec Trump, hein, Zelensky, alors que précédemment il parlait au gouvernement de Joe Biden. Il ne parlait jamais à Joe Biden directement, hein. Il parlait à Jake Sullivan, à Anthony Blinken, Lloyd Austin, etc. Mais jamais, à ma connaissance tout du moins, à Joe Biden pour les affaires sérieuses. Donc là, que lit-on dans le Washington Post? On lit: l'Ukraine se prépare à convaincre Trump des raisons pour lesquelles les États-Unis devraient maintenir leur soutien. L'Ukraine veut convaincre Trump qu'il ne s'agit pas d'une affaire de charité, mais d'une opportunité rentable et géostratégique qui enrichira et sécurisera les États-Unis. Alors avec l'administration de Joe Biden, c'était faut aider l'Ukraine pour la démocratie, la liberté, et pour éviter que la Russie envahisse l'Europe. C'était ça. Maintenant, c'est donnez-nous des armes parce que vous allez voir, ça va être rentable, puisque en gros, je vais vous donner les clés de l'Ukraine. Toutes les ressources de l'Ukraine intéressantes vont être à vous. C'est en gros ce que dit Zelensky, et c'est ce que dit le Washington Post. Alors vous voyez que l'Ukraine est passée à un sentiment, on va dire, très cynique des affaires. Cynique ou pragmatique, comme on voudra. En tous les cas, l'Ukraine est à vendre, hein, pour avoir toujours plus d'armes, uniquement pour avoir des armes. Qu'est-ce que ça va apporter à l'Ukraine d'avoir toujours plus d'armes en vendant son pays? Je ne le sais pas. Bon, bref, là, on lit: Kiev espère convaincre Trump que l'Ukraine n'est pas une affaire de charité, mais une opportunité économique et géostratégique rentable qui, à terme, enrichira et sécurisera les États-Unis et leurs intérêts. On verra après que tout ça est hautement ridicule et en réalité est absurde. L'Ukraine présente ses réserves comme des opportunités commerciales fructueuses pour les Américains. Elle met en avant son stock de gaz naturel, le plus important d'Europe, et la présence de minéraux, notamment de lithium, qui pourraient changer la donne pour les industries de puces électroniques et des voitures électriques. Un domaine qui pourrait également intéresser Elon Musk et son entreprise de voitures électriques. Le contrôle du lithium est le contrôle de l'économie future, a déclaré Volodymyr Vlasyuk, expert de l'industrie ukrainienne qui conseille le Parlement ukrainien sur les questions économiques. Il est préférable pour le monde occidental que ces matières premières restent entre les mains d'un pays relativement amical comme l'Ukraine, a-t-il ajouté. Tiens, pourquoi dit-il relativement amical? L'Ukraine ne serait pas totalement amicale envers l'Occident? Étonnant comme choix de mots.
Bref, continuons. Au total, le pays dispose de suffisamment de lithium pour produire 15 millions de batteries de voitures électriques, même si l'un des sites est déjà sous occupation russe et un autre est proche de la ligne de front, a déclaré Vlasiusk. Le marché ukrainien du gaz est le plus lucratif du monde, a déclaré Oleksiy Chernyshov, PDG de Naftogaz, une entreprise publique qui se rendra aux États-Unis pour rencontrer des entreprises américaines dans les prochaines semaines. Je suis convaincu que les entreprises américaines ont un grand avenir en Ukraine, maintenant et pas demain. Bon bref, vous voyez que, en gros, comme je vous l'ai dit au début de cet article, Zelensky dit, écoutez, je sacrifie la souveraineté de l'Ukraine, je vous donne toutes les ressources qui peuvent être disponibles de mon pays pour vous, voilà, je vous donne ça, et en échange, vous me donnez des armes. Alors, je sais pas moi, est-ce que le peuple ukrainien est d'accord avec ça? Est-ce que le peuple ukrainien est d'accord de sacrifier la souveraineté de son pays? Alors certes, la souveraineté de leur pays, ils l'ont perdue il y a bien longtemps entre les mains de BlackRock, Vanguard et bien d'autres pays, hein, comme vous avez pu le voir si vous avez vu ma vidéo Guerre et spoliation, qui montre un rapport international français qui montre qui a acheté les terres agricoles en Ukraine avec le nombre d'hectares, etc. Je vous avais fait une vidéo exclusive là-dessus il y a peu de temps. Donc je vous invite à la regarder si vous êtes curieux. Donc là, Zelensky vend littéralement son pays aux États-Unis pour avoir plus d'armes. Alors, est-ce que le fait d'avoir plus d'armes face à un ennemi qui est archi vainqueur, qui a déjà, pour ainsi dire, gagné la guerre, parce que après c'est de la rhétorique, hein. Bien sûr que la Russie a déjà gagné la guerre, c'est qu'une question de temps, et peut-être même si la guerre continue, si on continue à fournir des armes à l'Ukraine, peut-être que ça va encourager Vladimir Poutine à aller encore plus loin et reconstituer la Nova Rossiya complète, c'est-à-dire avec en plus des 4 oblasts déjà russes, c'est-à-dire Kherson, Zaporojia, Donetsk et Lugansk, ben en plus l'oblast de Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaïev et enfin Odessa. Voilà, peut-être que si la guerre continue, eh bien Vladimir Poutine ira toujours plus loin et toujours plus loin. Voilà, donc est-ce vraiment le bon calcul concernant Zelensky? Toujours plus d'armes veut dire aussi toujours plus de morts dans son pays. Veut dire que la souveraineté de son pays, comme je viens de vous le dire, va être léguée aux États-Unis. Et ça veut dire aussi, en plus, si les États-Unis sont assez stupides pour dire d'accord à ce marché, et là on parle de Trump, eh bien, qu'est-ce qui garantit à Trump que quand il y aura des constructions d'usines pour le lithium, des mines, etc., qu'est-ce qui garantit à Trump que ces usines américaines ou pseudo-ukraino-américaines, peu importe le trafic économique, qu'est-ce qui garantit que ces usines ne seront pas bombardées? Parce que là, il y a une grande usine Rheinmetall qui vient d'être construite en Ukraine et Sergei Shoigu a dit que cette usine qui est flambant neuve, qui vient d'être construite, une usine militaire hein, pour fabriquer des choses militaires, eh bien va être une des cibles prochaines de la Russie. Une usine toute neuve. Hein. D'après ce que j'ai compris, elle aurait coûté 400 millions d'euros. Voilà. Et cette usine, voilà, ce sera la prochaine cible. Elle a été construite dans l'ouest de l'Ukraine, bien évidemment. Alors c'est ce que j'ai lu. Maintenant, est-ce que vraiment la Russie va détruire cette usine flambant neuve, qui d'ailleurs n'a toujours pas trouvé de personnel? Je ne le sais pas. Mais bon, si Trump est une personne avisée, je pense qu'elle réfléchira à tout ça malgré toutes les promesses chimériques qu'on lui dit. Parce qu'encore une fois, dire on vous donne tout,
Mais alors en réalité, dans les détails, on a 3 mines de lithium, mais il y en a déjà deux qui sont sous contrôle russe ou prochainement sous contrôle russe. Et en gros, il n'y en a qu'une qui est à l'ouest qui n'est toujours pas sous contrôle russe. Donc voilà, alors, qui nous dit que tout cela ne va pas être entre les mains des Russes à un moment donné? Voilà. Donc tout cela est vraiment ridicule et absurde. J'ose espérer que Donald Trump ne tombera pas dans ce piège ridicule, évidemment créé par l'État profond. Nous verrons bien. Ici un article de The Economist qui nous dit les combattants ukrainiens se préparent à une incursion du Kremlin dans le sud. Alors ils se préparent à une grande offensive dans le sud et ce serait d'après eux dans l'oblast de Zaporojia. La machine de guerre de Vladimir Poutine intensifie sa pression et brise le moral des Ukrainiens. Alors évidemment, c'est pas très réjouissant et voilà ce qu'on peut lire de très intéressant. Les problèmes de l'Ukraine s'aggravent en raison des problèmes de main-d'œuvre. L'armée manque depuis longtemps de recrues volontaires et sa campagne de mobilisation est loin d'être à la hauteur, avec à peine les 2 tiers de son effectif recruté. Un haut responsable ukrainien crée que la situation ne devienne irrémédiable d'ici le printemps. C'est très très optimiste comme point de vue. Un problème encore plus grave est la qualité des nouvelles recrues. Forrest, un commandant de bataillon de la 65e brigade, explique que les hommes envoyés par le quartier général de l'armée sont désormais pour la plupart trop vieux ou peu motivés pour être utiles. Tous, à l'exception d'une poignée, ont plus de 45 ans. On m'envoie des gars de plus de 50 ans dont les certificats médicaux m'indiquent qu'ils sont trop malades pour servir, dit-il. Parfois, j'ai l'impression de diriger une garderie plutôt qu'une unité de combat. Vous voyez ce que The Economist se permet de publier. Les langues se délient très très fortement et évidemment cela ne peut qu'aller en s'aggravant. Et pourtant Zelensky demande toujours plus d'armes là, ici, à Donald Trump, à la future administration Trump. Et pourtant, qui va utiliser ces armes? Alors que, comme on peut le voir, eh bien, il y a de moins en moins d'hommes et les hommes qu'on leur envoie ne sont pas aptes au combat. Pour beaucoup d'entre eux, je vous ai montré déjà des dizaines d'articles comme celui-là. Ça, c'est un énième article que je vous montre. Et c'est sans fin comme ça. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un problème au niveau des hommes. Il y aura plus d'hommes. Et là, qu'est-ce que vont faire des centaines de milliers d'armes supplémentaires, des systèmes antiaériens, etc., s'il n'y a plus personne pour les utiliser? C'est une question. Ici, un article du New York Times du 17 novembre qui nous dit Trump peut accélérer l'inévitable en Ukraine. Alors quand on lit l'article, eh bien étonnamment pessimiste, l'inévitable, c'est-à-dire la victoire russe en réalité, ce n'est pas dit comme ça dans l'article, hein, c'est pas dit la victoire russe, mais en gros l'inévitable, ce qu'ils veulent dire, c'est de pousser Zelensky à la négociation, que les négociations avec Vladimir Poutine sont inévitables. Ce qu'oublie de dire le New York Times dans l'article, c'est qu'il y a un décret qui interdit Zelensky de négocier avec Vladimir Poutine. Ce fait-là n'est toujours pas résolu. Mais apparemment, beaucoup de grands médias l'oublient, pour ne pas dire tous, car aucun grand média ne parle jamais de ce fait-là. Bref, passons. Donc là, qu'est-ce qu'on peut lire de très intéressant? Les responsables américains décrivent généralement cette guerre en termes nobles, vantant leur soutien indéfectible, à hauteur de 175 millions de dollars à l'Ukraine héroïque dans sa lutte contre le monstre Poutine. Vous avez vu, c'est le New York Times, hein, c'est normal. Hein. Alors 175 milliards, ça c'est les valeurs très officielles. Comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, en réalité, il a été révélé qu'on est plus dans les 215 milliards que les 175 milliards si on prend à partir de fin 2014. Tout début janvier 2015, fin 2014, si on compte tout, c'est-à-dire incluant les bases de la CIA,
les 36 biolabs qui ont été construits en Ukraine, etc., on arrive vers les 215 000 milliards de dollars à peu près. Bref, parfois, cependant, ils sont plus directs, comme lorsque le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré à des journalistes en Pologne, quelques mois après l'invasion, que les États-Unis voulaient voir la Russie affaiblie. Ah 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 ah! Les masques commençaient déjà à tomber quelques mois après l'invasion, vous avez vu? En réalité, c'est pour affaiblir la Russie. Et ça, c'est vrai. Donc là, c'est bien que Lloyd Austin ait dit ça. Ce commentaire suggérait que les États-Unis utiliseraient le patriotisme ukrainien comme une arme et sacrifieraient des vies ukrainiennes, car une guerre prolongée, même une guerre qui ne pourrait probablement pas être gagnée, très intéressant hein, comme choix de mots, servait l'intérêt des États-Unis qui souhaitaient éroder le pouvoir de M. Poutine. Vous avez vu un petit peu cette énorme vérité qui est dite dans le New York Times? C'est très 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 étonnant. Parce que tout ça est vrai. Vous imaginez un peu, ça c'est des vérités crues, très importantes. Je crois qu'il est juste de qualifier la guerre en Ukraine de guerre par procuration. Enfin, enfin ça s'est dit, car je pense qu'il est raisonnable de conclure que l'administration Biden a soutenu la guerre non seulement par déférence à la juste détermination ukrainienne à combattre la Russie, mais aussi parce que la guerre était une chance d'affaiblir notre ennemi sans l'engager directement. Et oui, et là on se retrouve avec comme la guerre d'Afghanistan, comme la guerre du Vietnam, etc., etc. Les masques tombent, la vérité finit toujours par arriver. Hein. Et là, c'est bien que ça soit dit ouvertement. Ça fait 2 ans et demi que je vous le dis. Et là, c'est bien que ça soit dit ouvertement. L'origine de tout cela, de ce conflit en Ukraine, c'est les États-Unis qui veulent affaiblir et au début détruire la Russie. C'est ce qu'ils voulaient faire en divisant la Russie en plusieurs morceaux, exactement comme ils ont réussi à faire grâce en influençant Gorbatchev et Eltsine. Ils veulent faire le même coup, diviser la Russie, diviser pour mieux régner. Voilà, comme ça les États-Unis retrouveraient leur superpuissance hégémonique. Très très intéressant comme article. Ici un article d'un journal russe qui nous dit: le ministère russe de la Défense promet des représailles à l'attaque ukrainienne ATAK-MS dans la région de Kursk. Donc il y a eu 2 attaques d'ATAK-MS après la toute première attaque dans l'oblast de Bryansk, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. Et donc les Ukrainiens ont fait 2 nouvelles attaques avec des attaques MS. Alors, au cours des 3 derniers jours, les forces ukrainiennes ont mené 2 frappes avec des armes occidentales à longue portée sur des cibles dans la région russe de Kursk, a déclaré le ministère de la Défense. Le 23 novembre, l'armée ukrainienne a lancé 5 missiles ATAK-MS près du village de Lotaverka sur la position de la division de missiles antiaériens S-400. 3 missiles ont été détruits, 2 ont atteint leur cible. Donc là, on va en reparler puisque là, les Ukrainiens ont réussi un coup très fort parce que là, ils ont de manière avérée détruit un système S-400 avec des attaques MS. Nous allons voir juste après comment ils ont réussi à faire ça. Le 25 novembre, les troupes ukrainiennes ont frappé l'aérodrome de Vostochny dans la région de Kursk en Russie à l'aide de missiles ATAK-MS. 7 d'entre eux ont été abattus, mais 1 a atteint sa cible. Voilà, donc ils ont fait 2 nouvelles frappes d'attaque MS, hein, les Ukrainiens. Alors tout de suite, pourquoi la Russie n'a pas réagi alors que c'est 2 nouvelles frappes d'attaque MS? Alors, elle n'a pas réagi dans le sens promet des représailles, mais pourquoi elles n'ont pas été immédiats? Ils viennent de lancer le missile Olechnik. Bon, je suppose que là, ils doivent se préparer pour les représailles. Donc, ce n'est que mon avis. Alors maintenant, on va voir comment ils ont pu atteindre
un système S-400 russe. Alors là, c'est un article de Military Watch Magazine qui nous dit, selon des rapports ukrainiens, qu'un S-400 aurait été détruit. Alors, comme Military Watch Magazine reprend les dires ukrainiens, je suppose que c'est sérieux. Alors c'est pour ça que je le publie moi. Donc que nous dit Military Watch Magazine? Donc les systèmes russes S-400 ont déjà prouvé leur capacité à intercepter des missiles ATACMS avec un taux de réussite élevé. Ils ont été conçus pour intercepter des cibles bien plus difficiles, notamment des missiles hypersoniques volant à des vitesses proches de Mach 9. Cependant, lors de la dernière attaque, le S-400 était en état de non-combat et subissait des opérations de maintenance et de réparation. Des rapports contradictoires ont indiqué qu'en plus des lanceurs de missiles, l'une des stations radar 92N6 a également été détruite et que 5 officiers de la division S-400 et 3 employés de l'entreprise publique Almaz-Antey qui produit les systèmes ont également été tués. Il semble probable que les forces russes aient été prises par surprise par la frappe de missiles, peut-être en raison de la nature sans précédent des frappes sur Kursk et parce que l'endroit où le système S-400 était en cours de réparation était censé avoir été caché. Alors bien évidemment, ce n'est pas confirmé par les Russes. Les Russes disent que bon, ils ont effectivement été attaqués par des attaques MS, mais évidemment, ils ne disent pas qu'un système S-400 a été détruit. Alors je rappelle qu'encore une fois, ça c'est évidemment les Ukrainiens qui disent cela, mais si Military Watch Magazine reprend cela avec autant de détails, puisque c'est dans les rapports ukrainiens que le fait que le S-400 était en état de non-combat, il subissait des opérations de maintenance. C'est-à-dire c'est dans les rapports ukrainiens, dans le sens que le S-400 n'était pas en activité quand ils l'ont détruit. Bah oui, ceci explique cela, faut pas l'oublier. Mais cela dit, c'est quand même un... Si cela s'avérait vrai, et apparemment ça a tout l'air d'être vrai, c'est un très bon coup des Ukrainiens. Parce que non seulement là, ils auraient détruit un système S-400, éventuellement un radar si c'est confirmé, mais il y a des rapports contradictoires. Donc peut-être un radar, donc ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est presque le pire. Mais en plus des techniciens voilà, qui utilisent le S400. Et là en l'occurrence des réparateurs, donc c'est des gens de haute technicité. Donc si tout cela est avéré, c'est un très très bon coup pour les Ukrainiens. Donc dans ces cas-là, bien joué à eux. Bref, et je m'arrête là sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. N'hésitez pas à partager pour mieux faire connaître cette chaîne. Merci à tous de votre soutien pour cette chaîne et toujours, soyez curieux.